Le protocole de recherche clinique, ça sonne un peu technique, un peu austère, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est la pièce maîtresse, le véritable plan d'architecte qui se cache derrière chaque grande avancée médicale. C'est ce qui transforme une intuition en science. Alors, est-ce qu'une idée peut changer le monde? Bien sûr que oui. Mais attention, en médecine, une idée brillante ne suffit pas. Pour avoir un impact réel, elle doit être mise à l'épreuve, validée par des faits. Et c'est justement le rôle du protocole. C'est l'armure qui va permettre à cette idée de devenir une preuve solide. Bon, première étape. Comment on passe d'une simple curiosité, d'un « et si jamais » à une question de recherche en béton? C'est tout l'enjeu de cette première phase. On va, en quelque sorte, tailler dans le vif de l'idée pour en extraire un objectif si clair, si précis, qu'on pourra y répondre sans ambiguïté. L'image de l'entonnoir ici est parfaite pour visualiser le processus. On part de tout en haut, avec un domaine de recherche très, très large, et on resserre étape par étape. On affine, on précise, jusqu'à isoler une seule et unique hypothèse testable. C'est un peu comme passer d'une galaxie entière à l'étude d'une seule et unique étoile bien spécifique. Et ce cheminement dans l'entonnoir, il se fait en 4 temps. D'abord le grand domaine, ensuite on y choisit un sujet plus précis, puis on formule ce sujet sous forme de questions, et enfin, le moment clé, on pose une hypothèse. C'est cette affirmation-là que toute l'étude va chercher à confirmer ou à infirmer. C'est le cœur du projet. Et pour s'assurer que notre objectif tient la route, on utilise une sorte de checklist, un acronyme bien connu, SMART. Chaque lettre nous pose une question essentielle. Spécifique, est-ce qu'on sait exactement de quoi on parle? Mesurable, est-ce qu'on pourra mettre un chiffre sur le résultat? Atteignable et réaliste, est-ce qu'on a vraiment les moyens de le faire? Et enfin, temporellement défini, quelle est la date limite? C'est tout simplement le GPS de notre recherche. Ok, maintenant on sait pourquoi on fait cette étude. L'objectif est clair, il est temps de passer au comment. La phase 2, c'est le moment où on enfile la casquette d'architecte. On ne parle plus d'idées en l'air, on dessine les plans très concrets de notre expérience scientifique. Et la toute première brique de notre édifice, c'est qui va participer. C'est absolument crucial. On doit établir des règles du jeu ultra précises, ce qu'on appelle les critères d'inclusion et d'exclusion, pour définir qui peut faire partie de l'étude. Si on ne choisit pas la bonne population, les résultats, aussi bons soient-ils, ne seront pas pertinents. Ensuite, il y a un choix stratégique à faire. Est-ce qu'on se positionne en simple observateur, un peu comme un documentariste qui regarde ce qui se passe sans rien toucher? Ça, c'est une étude observationnelle. Ou bien est-ce qu'on intervient? Est-ce qu'on introduit un nouvel élément, comme un traitement, pour en mesurer les effets? Là, on est dans une étude interventionnelle. Évidemment, le type de conclusion qu'on peut en tirer n'est pas du tout le même. Attention, voilà un point fondamental, une règle d'or. Une étude bien conçue doit avoir un et un seul critère de jugement principal. Une seule question à laquelle répondre. Pourquoi cette discipline de faire? Pour obtenir une réponse d'une clarté absolue. C'est comme un laser, on vise une seule cible pour avoir un impact maximal, sans dispersion, sans peut-être. On a notre pourquoi et notre comment, mais il manque encore un élément essentiel, le plus important peut-être. La phase 3, c'est celle qui pose les garde-fous. Elle garantit que l'étude est non seulement faisable en pratique, mais qu'elle est juste, humaine et respectueuse de principes éthiques qui, eux, ne sont jamais négociables. Ici, on entre dans les détails du quotidien de l'étude. C'est une véritable chorégraphie. Le calendrier des visites, la façon de collecter chaque donnée, les protocoles de suivi, tout est décrit à la minute près. Même la façon dont les chiffres seront analysés est décidée avant même d'avoir le moindre résultat. Le but, c'est zéro improvisation. Mais au-delà de toute cette organisation, il y a le cœur du sujet, l'éthique. Et ce n'est pas juste une case à cocher. Comme le montre cette image, l'éthique c'est la fondation sur laquelle repose tout le reste. Sans une fondation éthique solide, tout l'édifice de la recherche s'écroule. Il n'a aucune valeur. Cette phrase résume absolument tout. Avant la science, avant la soif de découverte, il y a l'humain. La sécurité, la dignité et le bien-être des personnes qui participent à l'étude sont la priorité absolue. Ce n'est pas une option. C'est le point de départ et le point d'arrivée de toute recherche digne de ce nom. En résumé, on a vu que ce fameux protocole est bien plus qu'un document administratif. C'est lui qui assure la transformation d'une intuition en un plan d'action qui soit à la fois structuré, intelligent et profondément responsable. Finalement, tout le protocole repose sur ces 3 piliers. La phase 1 répond à la question « Pourquoi ?», c'est notre mission. La phase 2 répond à la question « Comment ?», c'est notre stratégie. Et la phase 3, c'est le cadre, ce sont nos garde-fous, nos règles du jeu. Si un seul de ces 3 piliers est fragile, c'est toute la crédibilité de l'étude qui est en jeu. Maintenant qu'on a vu la recette, le plan de construction pour bâtir de la connaissance solide, la question la plus passionnante se pose, quelle sera la prochaine grande interrogation? Quelle idée, aujourd'hui, attend simplement son protocole en béton pour peut-être révolutionner la médecine de demain?
Le champ des possibles est ouvert.